Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler plus particulièrement du CNAM Engmin de cette école qui se trouve juste à côté d'ici. Tout d'abord, je vais vous parler un peu du CNAM. Dans le CNAM Engmin, il y a CNAM. Donc, le CNAM, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui a été créé en 1794. Je vais essayer d'aller assez vite, hein, ne vous inquiétez pas, je vois vos têtes un peu. C'est la station de métro Arts et Métiers à Paris avec le musée des Arts et Métiers, tout ça c'est nous. Voilà. Et on a des centres régionaux un peu partout, dont à Angoulême. Et donc l'école est basée à Angoulême. Il y a deux raisons importantes. Tout d'abord, on a le soutien des institutions publiques d'ici grâce à Magélis, qui finance une partie de l'école. Et la deuxième chose, c'est qu'Angoulême est une ville avec un immobilier particulièrement pas cher. Et donc pour nos étudiants, la formation étant gratuite et on a à cœur d'essayer de la laisser accessible à un maximum de personnes, c'était une ville agréable à vivre et avec un niveau de vie supérieur par rapport aux revenus. Voilà. Donc ça, c'était important. Puisque le CNAM a une vraie vocation sociale. Son laïus, c'est la formation pour tous tout au long de la vie. Donc c'est très important pour nous. Donc ça a été créé juste après la Révolution française. Hein, c'est vraiment cette espèce de rupture entre l'éducation n'était que pour les riches. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de rompre avec ça. Plus de 150, donc on est représenté dans plus de 150 villes. C'est plutôt des formations tournées pour les adultes et nous, on est un peu l'exception à l'Engmin. Le CNAM Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre régional Nouvelle-Aquitaine, qui est basé à Bordeaux. Et nous, on occupe il est aussi basé à Angoulême avec nous. Il y a plusieurs formations d'ingénieurs et autres, donc matériaux pour l'emballage, mécatronique, etc. C'est assez varié. Plutôt des formations du soir, donc pour des publics professionnels. Voilà. Et on propose, alors le truc du CNAM un peu, qui est un peu sympa, c'est on a plein de formations qui sont décomposées en plein de petits modules et les modules peuvent être choisis à la carte. Donc les gens, quand ils font une formation, ils peuvent venir piocher, créer un peu leur propre formation. Et donc on a plein de conseillers qui aident les gens à s'orienter en fonction de ce qu'ils veulent faire comme métier. Ce qui donne un nombre de certifications assez important. On a 578 certifications, mais en fait c'est plutôt des recettes un peu différentes en fonction des modules qu'on va choisir. Le CNAM Engmin, donc c'est ce beau bâtiment qui est juste en face d'ici, qu'on appelle le Nil. C'était l'usine qui fabriquait le papier à cigarette du Nil. C'est pour ça que ça s'appelle le Nil. Vous vous rappelez cette marque avec un éléphant comme logo? C'est pour ça que ça s'appelle le Nil, c'était son usine. Euh, c'est une école publique entièrement dédiée à tous les métiers du jeu vidéo. Je pense qu'on est la plus grosse formation publique. Alors il y a d'autres formations publiques, mais qui sont souvent plus petites. Voilà. Et il y a de toute façon très peu de formations qui a autant de spécialités que l'Engmin. Et on a été créé en 2001. Alors pas dans ce bâtiment malheureusement, on était ici avant. Donc on était dans ce bâtiment juste à côté là en dessous. Donc on connaît bien la salle Nemo du coup. Les formations, je vais là aussi aller assez vite. Toutes les formations sont orientées autour des technologies du jeu vidéo. Donc on a le master qui est le plus ancien, qui était à l'époque en 2001 un DESS. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Et déjà c'était pour les métiers du jeu vidéo. Ensuite, on a le master spécialisé IDE, donc c'est un partenariat avec les Gobelins cette fois, qu'on a créé du coup cette fois à Paris. Et l'idée c'était pour des gens qui ont une formation plutôt généraliste de revenir dans le secteur du jeu vidéo ou d'y entrer. Donc on a des gens qui sortent d'école d'ingénieur ou qui sortent d'école d'art et qui ont envie d'avoir une connotation un peu jeu vidéo. Alors lui le master il est cohabilité par l'université de Poitiers, donc on a un partenariat assez fort avec l'université de Poitiers. Et puis on a un partenariat, double diplomation avec Cologne, donc en Allemagne, avec une autre formation en jeux vidéo. On a un diplôme d'ingénieur, on s'est rendu compte que nos technologies de jeux vidéo intéressaient d'autres industries que simplement les studios de jeux vidéo. Et donc on a créé un diplôme d'ingénieur pour des gens qui cette fois vont vers d'autres industries. Donc c'est Thales, mais ça peut être aussi des cinémas, ça peut être partout où il y a de l'interaction digitale interactive. C'est intéressant. Réalité augmentée, réalité virtuelle, tous ces sujets qui sont un peu à la mode. Voilà, donc ça a été créé en 2014, on était un petit peu en avance de phase, mais plus trop maintenant. Et enfin, plus récemment, on a créé une licence. On voulait toucher un public plus jeune, on voulait toucher un public plus éclaté en termes de culture, d'ethnie. Donc du coup, on se rendait compte qu'en ayant qu'un master ou une école d'ingénieur, on avait moins de diversité que ce qu'on aimerait avoir. Et donc on s'est dit peut-être qu'en créant des formations post-bac, on pourra attirer des jeunes de plus, avec une plus grande diversité.
Voilà. Et bien sûr, le CNAM, c'est la spécialité, c'est des formations courtes sur mesure, soit pour des professionnels, soit pour des entreprises. Donc on fait des formations sur mesure. On adresse la plupart des métiers de la production. Je vais y aller très vite parce que on a des étudiants qui vont vous présenter ça plus en détail. Mais en gros, on a 6 grandes spécialités. La programmation, l'UX design, donc c'est tout ce qui est expérience utilisateur. Le game design, c'est la conception des jeux en tant que mécanique de jeu. Conception sonore, conception visuelle et le management. On a en plus de ça un programme d'incubation qui s'appelle All for Games. Là aussi, je ne vais pas trop en parler parce que Jean va venir vous parler un peu du jeu vidéo et de son studio. Et donc, on incube plusieurs sociétés. Seed by Seed, que vous allez voir tout à l'heure. Calanque, qui va aussi venir témoigner. Yorf, qui est un studio qu'on a accueilli plus récemment. Et la Méduse Violette. Donc, ce sont toutes des sociétés qui ont un rapport avec l'interactivité et les médias interactifs, en général le jeu vidéo. Et donc on a l'appui de plein de partenaires, encore Magélis, mais aussi Eurekatech, la Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc c'est un programme d'incubation très orienté jeux vidéo. L'idée c'était de se dire, il y a plein de programmes d'incubation qui existent, mais c'est vrai que souvent c'est des trucs assez généralistes, où les gens apprennent à gérer une boîte un peu, à faire un peu de compta, etc. Donc ça existe déjà. D'ailleurs, on se base sur des partenaires pour faire ça. Mais on s'est dit, dans le jeu vidéo, il y a quand même des spécificités du marché, spécificités des contrats, spécificités de la propriété intellectuelle. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'amener aussi d'autres soutiens et supports dans ces domaines. L'école est très implantée à l'international. On a des partenariats avec de nombreuses autres écoles. Donc, on a plus ou moins importants. Historiquement, avec l'UQAC. L'UQAC, c'est l'Université du Canada, du Québec, au Canada. Donc on a accueilli pendant longtemps des étudiants canadiens. Et puis là, le Covid, bon, bien sûr, n'a pas trop aidé à ces échanges d'étudiants et d'étudiantes. Mais du coup, on a renoué des liens et on est en train d'essayer de créer une co-diplomation avec eux. L'UTAD, qui est en Espagne, une des grandes écoles de jeux vidéo en Espagne. Cologne Game Lab, évidemment. Open Universiteit, c'est une université hollandaise spécialisée dans les cours en ligne. Donc là, on a pas mal d'affinités parce que le CNAM offre pas mal de cours en ligne. On a un partenariat historique avec l'ORT, qui est en Uruguay, où on accueille des étudiants depuis plusieurs années maintenant. Le TEC de Monterrey, qui est le TEC que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une des plus grosses universités du Mexique. Là aussi, on a pas mal d'échanges. Notamment, on fait la VAE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. C'est quand des gens ont bossé et qui veulent avoir un diplôme pour récompenser leur travail, sans avoir forcément à suivre des cours. Donc ça aussi, c'est une spécialité du CNAM. Et le tech, du coup, ils ne font pas ça en Mexique, ça n'existe pas. Donc du coup, le tech vient chez nous pour passer des VAE pour leurs enseignants. Et en Corée et en Chine, on a des partenariats en Chine assez avancés, et en Corée, on commence à nouer des liens avec la Corée. Et enfin, l'Afrique du Sud. Donc tous ces partenariats sont des métiers créatifs, les jeux vidéo, la création de jeux vidéo. Et donc pour nous, c'est très important, la diversité a encore plus d'importance dans ces domaines, puisque confronter des points de vue, confronter des cultures, c'est une vraie richesse. Et donc ça permet de créer des contenus toujours plus riches et toujours plus intéressants. Voilà pourquoi on fait tout ça. Et puis on a organisé à Angoulême des cours de FLE. FLE, c'est le français langue étrangère, donc c'est pour des gens qui ne parlent pas français. Et comme on accueille de plus en plus d'étudiants étrangers et d'étudiantes étrangères, on s'est dit il faut leur donner les moyens de s'intégrer plus facilement. Et donc du coup, on a accueilli l'Alliance française. Donc on leur offre, on leur met à disposition des bureaux ici et des salles pour qu'ils puissent donner leurs cours. Voilà. Et nous, du coup, on a rendu les cours gratuits pour les étudiants de notre école. L'Engmin, c'est aussi plein d'événements. On essaie de créer pas mal d'événements en général parce qu'un des devoirs du CNAM, c'est aussi la vulgarisation scientifique et la formation pour tous. Donc du coup, on essaie de promouvoir ça au sein de l'Engmin. Et puis dans le cadre de l'incubation aussi, on a été un des partenaires fondateurs de la Game Cup.
Donc c'est un concours qui permet à des jeunes créatifs, talents, studios de concourir, et moins jeunes d'ailleurs, de concourir, de présenter leur jeu, et ils obtiennent une campagne de crowdfunding financée par KissKissBankBank, qui leur permet donc de préparer le lancement de leur jeu. Donc c'est déjà le deuxième opus qui a eu lieu l'année dernière, en octobre, et là on prépare le troisième qui va être annoncé dans quelques jours, si ma mémoire est bonne, début avril. On organise chaque année depuis je sais pas, très longtemps, 10 ans au moins, les Zengmin Game Conference. Donc l'idée c'est d'inviter des professionnels qui viennent parler des métiers, de leur expérience de jeux vidéo à nos étudiants et nos étudiantes. Et l'enjeu, les conférences ne sont pas enregistrées, donc vous n'en trouverez pas de traces sur Internet. Il y a une raison à ça, l'enjeu c'est qu'ils parlent honnêtement et sincèrement de ce qu'ils font dans leur boîte. Et on s'est aperçu que quand les conférences étaient enregistrées, c'était souvent les PR des sociétés qui préparaient les conférences. Donc tout était très bien, hein, c'était dynamique, tout ça. Les messages étaient simples à comprendre, mais c'était souvent pas assez loin de la réalité. Donc là, on a décidé de prendre ce parti un peu fort, de ne pas enregistrer les conférences, même à l'ère du digital et des chaînes intermédiaires. Mais on a du coup des conférences beaucoup plus intimistes, où on a les vrais ressentis des gens qui travaillent dans l'industrie. Et je pense que c'est plus intéressant pour nos étudiants et nos étudiantes. Voilà. L'Engmin Game Show, c'est bientôt. Une des dernières semaines de juin, on présente les projets des Master 1, les projets des licences et les projets des écoles d'ingénieurs et les projets IDE dans les locaux pendant quelques jours. Et donc c'est l'occasion pour tout le monde, y compris le public, de venir voir les projets de l'Engmin. On invite des professionnels aussi, parce qu'il y a des jurys pendant cette période. Et donc ça permet à tout le monde de venir voir un peu la créativité de nos étudiants. Donc cette année, c'est le 20, 21, 22 et 24. Et il y a 2 jours de playtest, le 23 et le 25. Donc on a un samedi qui est ouvert au public, pour que les gens puissent venir voir en juin. Donc c'est un peu une grande fête, les étudiants préparent des stands, c'est sympa, on utilise tout notre bâtiment qui est assez grand. Et donc tout le monde peut venir tester les jeux, c'est assez sympa. Ça permet aussi de découvrir, de donner l'envie aux jeunes d'aller dans cette industrie. Je ne parlerai pas trop de l'industrie, parce que pareil, ça va être fait juste après. Voilà, donc l'Engmin, c'est plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont hyper créatifs et qui inventent des nouvelles choses. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, une présentation de jeu qui vous reconnaissez la salle. C'est là où nous sommes actuellement. C'est plus ancien du coup. Et puis on a par exemple en haut à droite un escape game qui a été créé, interactif digital. Et puis en bas un device un peu particulier puisque vous pédalez sur un vrai vélo avec un casque de VR pour vous balader en virtuel, en réalité virtuelle, dans un espace parallèle. Voilà. Donc ça montre un peu toute la créativité de nos étudiants. Donc maintenant que je vous ai bien ennuyé avec mes histoires d'école, on va parler un peu de vous, du cinéma. J'ai pas beaucoup de slides sur le cinéma, mais l'idée c'était de faire un peu un débat ouvert. J'ai été interviewé par plusieurs personnes. Il y a en ce moment pas mal de questionnements autour de la réinvention des salles de cinéma et de leur utilisation. Donc j'ai été interviewé par quelqu'un qui faisait une thèse sur ce domaine à Paris. Et puis je travaille avec une société qui s'appelle Speed Fabric et eux ils ont créé un consortium aussi. Ils travaillent beaucoup dans le cinéma et les coproductions franco-allemandes et donc ils ont monté un consortium aussi pour travailler sur ces idées. Comment réinventer les salles de cinéma. Et donc je voulais vous montrer un premier truc qui a été fait à l'Engmin.
Donc là, l'idée, c'était de faire un jeu auquel on peut jouer dans une salle de cinéma à tout le monde. Donc l'idée est assez simple. Il fallait que les gens comprennent assez vite, puis que ce soit assez marrant à jouer. Je vais revenir en arrière sur une phase où on voit un peu le... Donc l'idée, voilà, on a l'écran, il y a des petits poissons, on joue avec son téléphone, donc on se connecte au jeu, on lance le jeu sur son téléphone, ça se connecte automatiquement à la salle dans laquelle on se trouve. Et du coup, là, il télécharge le jeu. Et l'idée, c'est que... Ah non, bon, super. Il veut rien savoir. Je peux vraiment pas aller de l'avant, c'est pas génial. Du coup, l'idée, c'est vraiment que les gens jouent avec leur téléphone. On joue chacun une petite créature, donc on a la photo de notre créature sur notre téléphone pour y se rappeler qui on est dans le grand écran, parce que des fois on perd un peu de vue son personnage. Et on a le contrôleur avec son téléphone, donc on bouge notre créature avec le téléphone. Vous voyez, il y a 3 camps là, avec 3 couleurs différentes. Le but, c'est de convertir les gens à notre couleur. Et à la fin, s'il n'y a plus qu'une couleur, le camp a gagné. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment... alors, pour convertir une gens, comment on fait? Il faut rentrer... Il faut collisionner avec la créature, mais par derrière. Si on collisionne par devant, ça marche pas. On se rentre dedans et on rebondit. Donc il faut arriver à les prendre à revers. Donc là, on a le contrôleur. Hop, on va rejoindre une partie. Et donc là, vous voyez, il y a l'orange, le jaune, le rouge et le blanc. Il y a des bonus, il y a des bulles. Quand vous essayez de taper contre les bulles, ça vous fait rebondir. Et si voilà, la personne l'a tracé par derrière, il y a des petits bonus qui peuvent être accessibles. Et tout le monde peut jouer dans la salle. Donc pendant la soutenance du jeu, je vais couper, pendant la soutenance du jeu, ils étaient une trentaine de personnes dans la salle à jouer en même temps. Donc c'est pour dire que il y a des trucs sympas qu'on peut faire dans des grandes salles avec plein de gens qui jouent en même temps. C'est des choses qui ne sont pas développées de manière standard parce que c'est vrai que le public standard du jeu vidéo, c'est plutôt des gens dans leur salon. On va dire que maximum, quand ils sont 4, c'est déjà pas mal. En général, ils sont tout seuls. Donc, du coup, des jeux à 50 ou 100, on fait pas trop. Mais que aujourd'hui, technologiquement et en termes d'imagination et d'envie, il n'y a pas de contraintes et de limites. Et donc, je pense qu'il y a des vraies choses qu'on peut faire. Et je pense que du coup, c'est vraiment intéressant d'en discuter et de vous rapprocher de ce secteur d'activité, qui est un secteur quand même qui marche bien, en croissance. Et qui du coup, pourquoi pas, pourrait être intéressé pour développer des choses intéressantes. Voilà, donc je pense qu'on peut essayer d'organiser, on a encore du temps, on peut essayer d'organiser un petit moment d'échange si vous voulez, et voir si vous avez des questions, et voilà. Bonjour. Bonjour. Techniquement, ça se passe comment en fait pour une salle de cinéma? C'est-à-dire qu'un jeu comme ça se branche comment? Parce que c'est des questions un peu pragmatiques. Mais... Techniquement, non, il faut les poser, parce que la technologie c'est toujours un frein, enfin ça peut. Donc aujourd'hui, là, il faut un routeur Wi-Fi dans la salle, et puis il faut un petit PC qui fait tourner le serveur, quoi. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place. Après, en fonction de la taille de votre salle, vous allez avoir les connexions Wi-Fi en fonction de votre routeur qui vont être limitées. Donc il faut un routeur Wi-Fi un peu costaud, pas celui que vous achetez à 30 € au magasin d'informatique du coin. Derrière, c'est une application smartphone. Donc après, c'est leur smartphone, des gens avec leur smartphone qui jouent. Le Wi-Fi est important parce qu'en fait, il envoie un message. Quand le jeu se lance, du coup, il essaie de capter le message. Et s'il ne capte pas de message, il ne se connecte pas au jeu. Mais en général, du coup, là, comme le jeu envoie le message tout le temps, quand les téléphones se connectent, la personne arrive dans le jeu et peut jouer. C'est des jeux qui sont asynchrones. Enfin, les gens jouent en même temps, mais ils ne sont pas obligés de se connecter tous au début avant de lancer le jeu. On peut se connecter en cours de partie, c'est pas un problème. Donc ça laisse assez de liberté pour pouvoir jouer. Donc aujourd'hui, l'investissement n'est pas très important parce que même un routeur Wi-Fi, même un peu costaud, pour quelques centaines d'euros, on en a un, c'est pas la fin du monde. Un petit PC pour faire tourner ça, presque n'importe quel PC peut faire tourner ça. Donc les enjeux sont pas très importants. Après bon, il faut quelqu'un qui sache redémarrer le PC et relancer l'appli, mais maintenant les matériels de projection sont souvent numériques, donc on a quelqu'un qui connaît déjà ce genre de problème dans les salles. Voilà, donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Là, vous voyez la démonstration qu'ils ont faite dans leur film, c'était carrément dans la salle d'attente pendant qu'ils faisaient la queue que les gens jouaient. C'était un moyen aussi d'occuper les gens pendant qu'ils font la queue. Mais on peut très bien, nous, pendant la soutenance, ils l'ont fait dans la salle de cinéma.
On peut imaginer plein de jeux, il y a plein de types de jeux qui peuvent être adaptés à grand public. Des jeux de vote, des jeux de... Après, il y a plein d'autres devices intéressants, hein. Nous, on teste plein de choses à l'Engmin, donc il y a des Kinect, c'est des espèces de caméras de profondeur. Ça permet de voir un peu c'est comme si vous aviez une image en 3 dimensions de ce qu'il y a autour de vous. Et du coup, on peut reconnaître les gens quand ils bougent. Donc si vous demandez aux gens de lever la main, on peut compter le nombre de personnes qui ont levé la main dans la salle, on peut faire des choses comme ça. Avec un petit micro branché à un ordinateur, on peut aussi, si vous demandez aux gens de crier, on peut mesurer l'amplitude des cris. Donc il y a plein d'interactions qu'on peut mettre en œuvre qui sont pas très coûteuses. Forcément, une Kinect à Azure, là, elle coûte 400 €, c'est pas non plus un investissement majeur. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Un autre truc marrant qu'on fait, on a un escape game qu'on fait à l'école pour les promos qui arrivent à 65. Donc dans une seule pièce. Il n'y a pas beaucoup de matériel à faire, les gens doivent collaborer, etc. On pourrait imaginer avoir une espèce de tableau. L'écran a fait apparaître toutes les pièces d'avancement de l'énigme. Et les gens avec leur téléphone peuvent rajouter des infos sur l'écran. Et on peut résoudre une espèce d'escape room dans une salle de cinéma. Une fois encore, seule l'imagination et puis quelques contraintes matérielles en général posent les limites. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer. Et vraiment, aujourd'hui, je sais que dans les salles, on peut jouer à des jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo classiques qui sont prévus en général pour, on va dire, une dizaine de joueurs ou une trentaine de joueurs. Donc ça laisse une partie de la salle un peu spectatrice et moins actrice. Mais aujourd'hui, on peut vraiment imaginer des choses à plus. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu, un vrai truc sympa à faire. C'est payant, le business model est à trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, les studios de jeux partent pas trop sur ce genre d'expérience parce que le marché, c'est pas ça pour l'instant. Mais si demain, la France se disait ça m'intéresse de financer au même titre que je finance des films et des choses comme ça, des expériences interactives, le CNC en finance déjà, hein, donc on est déjà financé dans le jeu vidéo par le CNC. Je pense qu'à mon avis, un projet à destination des salles pourrait intéresser le CNC et pourquoi pas du coup des studios. S'il y a du financement, je pense qu'il y aura des studios. Donc voilà. On pourrait se baser sur les modèles des films, hein, de diffusion des films, pour faire le même genre de modèle auquel les salles sont bien habituées. Et je pense que, comme c'est un nouveau marché, c'est toujours pareil, hein, les premiers qui arrivent sur les marchés en général, c'est ceux qui marchent le mieux financièrement, hein. Après, quand le marché est saturé, c'est plus compliqué de percer. Mais là, ce modèle a déjà été plus ou moins en cours de développement pour les salles de VR. En fait, en VR, ça marche la même chose, hein. Les gens investissent dans du matériel, des casques, des trucs comme ça. Et puis après, ils achètent les jeux. Donc il y a deux modèles, hein. Soit la salle de VR, c'est pas une seule salle, mais c'est en général un consortium de salles de VR. Ils ont les moyens de se payer des studios pour faire des jeux sur mesure. Ça, c'est le modèle qui est assez rare. Soit un studio essaie de contacter plusieurs salles, faire un jeu pour une première salle, il obtient une subvention en général du CNC, il fait un jeu pour une première salle, il essaie de le vendre à d'autres salles, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'institutionnalisation, mais justement pour la VR, on commence à y réfléchir. Parce qu'en effet, c'est dans la masse qu'on amortit ce genre de projet, quoi. C'est pas en le vendant à une salle qu'on va amortir ce genre de projet. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un business model, mais je pense que le business model est là. Nous, on y a pas mal réfléchi pour un autre projet en VR cette fois, sur des grandes salles. Donc pas les petites salles où on peut mettre son casque, mais des grandes salles. Si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est vraiment penser à des choses que les gens peuvent pas faire chez eux, quoi. Parce que s'ils peuvent le faire chez eux, vous allez être concurrence avec leur salon, et c'est une concurrence qui est difficile à soutenir. Et du coup, alors que si vous proposez des expériences qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, à ce moment-là, ils auront encore plus envie de venir, quoi. Ce sera plus fort. Donc les salles de VR marchent aujourd'hui avec des petits stands de 10 ou 20 mètres carrés parce que les casques sont encore chers et que les gens n'ont pas chez eux. Mais ça va disparaître. Donc à mon avis, aller sur des salles plus grandes, et vous avez des salles grandes, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de sièges, des gens sont assis, ils ont souvent un smartphone ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on peut imaginer plein d'expériences super sympas où c'est intéressant de pouvoir discuter avec son voisin, d'échanger des trucs pendant qu'on joue et de créer une espèce de dynamique dans la salle. Je pense que c'est vraiment des enjeux qui peuvent être intéressants.
Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Parce que n'hésitez pas, il y a plusieurs profils différents dans la salle, puisqu'il y a des exploitants, des médiateurs de salle, mais il y a aussi des animateurs, des éducateurs, des intervenants artistiques. Donc toutes les questions et tous les points de vue sont intéressants. Profitez d'être là aujourd'hui. Et puis ça intéressera aussi certainement ceux qui ne sont pas là et qui verront la captation, qu'on ait une diversité de points de vue et de questions. Donc, ou ça pourrait être tout à l'heure aussi avec les étudiants ou les anciens étudiants incubés qui peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est aussi de potentiels intervenants en éducation aux images, parce qu'on est tous là dans la salle. Par contre, le point commun, c'est que toutes les personnes se travaillent dans le domaine de l'éducation aux images, qu'ils soient créateurs, passeurs, intervenants, mais en tout cas, le point commun, c'est ça. Donc là, je passe le micro. Oui, je me demandais, à la base, l'initiative des étudiants, d'où elle était venue, est-ce qu'ils avaient pensé ça pour la salle de cinéma? Et deuxième question, si les cinémas autour de la région s'en étaient emparés et avaient projeté ce jeu. Alors, d'où l'idée était venue, les étudiants ont des projets à faire, c'est une pédagogie par projet à l'école, et donc du coup ils ont des projets à faire. Et donc du coup ils sont libres, on les laisse absolument libres de leurs projets, ils ont une contrainte temporelle sur l'année 1, c'est des projets de 10 minutes, celui-là c'était un projet d'année 1 dans mon souvenir. Donc il faut que l'expérience soit jouable en 10 minutes. Et donc l'idée c'était, pour eux, c'était vraiment... on essaie de promouvoir, nous, les projets qui sont un peu expérimentaux. C'est-à-dire faire le énième Zelda. D'abord, ils n'ont pas la capacité de production pour le faire. Donc c'est assez difficile pour eux d'être compétitifs sur ce côté-là. Mais par contre, ils sont souvent hyper créatifs. Et elles sont souvent hyper créatives. Et donc c'est vraiment l'idée aujourd'hui d'explorer les frontières du jeu vidéo. On a le même genre de discussion avec les jeux de société. On a le même genre de discussion avec les jouets. On a le même genre de discussion qu'avec le cinéma. Donc aujourd'hui, les frontières du jeu vidéo deviennent de plus en plus perméables. Et donc on encourage ce genre de projet. Donc ça c'est pour d'où vient l'idée. Mais c'était quand même une idée originale des étudiants, hein. Nous on n'insuffle rien. Et la deuxième question, est-ce que les salles s'en sont emparées? Non, il y a deux problèmes à ces projets. Le premier, alors les étudiants sont propriétaires de leur projet, c'est pas forcément un problème, au contraire, pour eux c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il faut négocier avec les étudiants, les étudiantes, donc c'est pas forcément toujours facile, puis pour les salles c'est compliqué, bref. Alors depuis on a résolu ce problème, c'est un vieux jeu celui-là, mais donc on a soit les étudiants on les invite à créer une société, si on voit qu'ils ont envie de créer une société, avec le programme d'incubation que vous avez vu, soit on a une compagnie, l'ancien directeur de l'école a créé une société de production. C'est-à-dire si les étudiants ont envie de prolonger l'expérience de leur jeu, mais n'ont pas envie de créer un studio, ils ont juste envie de finir ce jeu-là et de le produire, à ce moment-là, une société de production, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et le deuxième problème, c'est que les jeux sont c'est un jeu qui est jouable, hein, qui marche 10 minutes, mais c'est pas toujours hyper robuste. Des fois, il y a des problèmes de connexion, des fois, enfin. Donc il y a une espèce de robustification du jeu à faire, qui prend en général un mois. Voilà. Donc après, il faut trouver un financement pour ce mois, mais c'est vrai que quand tout jeu est fait gratuitement, c'est pas beaucoup de payer un mois de financement. Mais... Donc voilà, donc il faut que les étudiants aient envie de le prolonger, qu'on trouve un petit financement pour qu'on le prolonge effectivement. Voilà, un peu les deux problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur le marché et l'offre. Comment trouver un business model qui marche pour les studios et qui marche pour les salles. Je pense que ça, c'est un vrai questionnement de fond. Et si vous arrivez à trouver un business model, il y aura des studios, c'est sûr. À chaque apparition, le marché du jeu vidéo marche sur les sorties des consoles. Pourquoi, en fait? Parce que la sortie des consoles, les marchés sont vides. Il n'y a rien à acheter au moment où la console sort, ou presque rien, quoi. En réalité, quand on arrive, c'est le moment idéal pour vendre son jeu parce qu'il n'y a pas trop de concurrence. Alors que en France, je vous laisserai parler, hein, mais en France, on produit, il y a plus de 1000 projets de jeux, rien qu'en France. C'est l'année dernière. Donc c'est colossal, le marché est complètement saturé. Donc même si vous faites un jeu génial, si vous n'arrivez pas à assurer la campagne marketing qu'il faut pour faire connaître votre jeu, personne ne le connaîtra jamais, il ne sera jamais vendu. Alors que là, comme ce sont des nouveaux marchés, il y a une attraction assez forte. Donc les studios qui vont entendre parler de ces marchés vont y aller parce que l'appel d'air est toujours important au démarrage. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu, une vraie réflexion à avoir avec des studios, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important que vous parliez avec les studios, que vous allez voir tout à l'heure, et puis avec So Games. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous mouiller un petit peu plus et nous dire, avant qu'on entende justement les étudiants, mais vous, Axel, quel est le projet qui vous a le plus épaté de la part des étudiants? Parce que vous arrivez avec votre connaissance, votre expérience, votre savoir, et les étudiants, eux, ils arrivent avec leur verve, leur jeunesse, leur vivacité, et eux, ils sont nés dedans encore plus
que les générations précédentes. Et donc, quelle a été pour vous la plus agréable surprise? Est-ce que ça vous vient en tête où vraiment là vous y attendiez pas à ce jeu et ça vous a surpris? C'est dur. Chaque année, on a des surprises. Là, on vient de faire les soutenances hier. Premier point projet, donc c'est le tout début de leur projet. Donc on voit les idées qui commencent à... Le processus est assez marrant. Ils nous soumettent des pitchs. Donc c'est eux qui sont à l'origine des idées des projets. L'équipe pédagogique les lit, parce que parfois dans les pitchs, il y a des trucs un peu classiques ou pour lesquels nous, on ne voit pas l'originalité. Des fois, c'est notre faute aussi. L'étudiant, il y a une incompréhension entre le pitch et ce que nous, on comprend du pitch. Et donc, on ne voit pas forcément l'originalité du truc. Et donc, du coup, on fait une sélection parmi ces pitchs. Et après, les étudiants, on en sélectionne en général 1,5 à 2 fois plus que de projets qu'on veut à la fin. Et après, les étudiants rechoisissent à nouveau parmi cette présélection. Donc c'est ça veut dire qu'on a un demi-contrôle sur les projets qui vont apparaître. Franchement, on a eu des trucs géniaux. La balançoire, donc un tape-cul, je ne sais pas si vous voyez des enfants qui sont chacun d'un côté d'un tape-cul. Il y a des étudiants qui en créé un sur mesure. On est assis. Alors au lieu d'être assis face à face, on est assis en 90 degrés, donc on est face à un écran et on pilote un avion. Donc en fonction de comment on met la balançoire, ça incline l'avion d'un côté ou de l'autre. Et donc on doit piloter un avion. Donc ça, c'était quand même un détournement assez important du tape-cul, quoi. Et puis assez sympa, puis ça fait du sport. Hein. Moi j'y ai joué, je peux vous dire que les cuisses, ça mange pas mal. Mais c'est assez efficace. Il y a eu le vélo, là vous avez vu la photo avec le casque VR, c'est super. Cette année, là, un des projets qui me plaît bien personnellement, ça n'engage à rien, mais c'est le cerf-volant. Donc il y a un cerf-volant. Alors moi, je suis assez contrôleur alternatif. Il faut savoir que moi, je suis technicien, je suis un programmeur, je suis moins créatif que certaines autres spécialités. Mais donc l'idée, c'est de faire un vrai cerf-volant. Alors un faux cerf-volant qui n'existe pas, mais vous le voyez sur l'écran qui est devant vous. Et donc vous avez les contrôles du cerf-volant, donc les 2 manettes qui vous permettent de contrôler le cerf-volant. Et l'idée, c'est qu'elles soient reliées à des ficelles, quoi. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment actionner le cerf-volant avec des retours de force. Et vous avez le cerf-volant qui vole devant vous. Donc ça, c'est une idée géniale, je trouve. Ils nous surprennent chaque année, quoi. Je pense que... Et c'est ce qui fait la force des étudiants de notre école, c'est qu'ils sont hyper créatifs. Alors, dans d'autres écoles, on n'a pas gagné, par exemple. Il y a eu les Pégases, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, on a été nominé, mais on n'a pas gagné. Mais c'est pas très grave. Les projets de l'Alumni sont toujours reconnus pour leur créativité, leur direction artistique vraiment originale. Et ça change pas, quoi. Après, on met moins de moyens. Hein. Souvent, ils sont en petite équipe pour travailler dessus. Ils n'ont pas d'heures spécialement dédiées pour ça, donc ils font ça en plus de leurs cours. Donc, le but, c'est pas qu'ils gagnent des concours à tour de bras. Le but, c'est vraiment qu'ils s'expriment leur créativité, qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est ça l'objectif. Mais malgré ça, ils arrivent à faire des projets super originaux. Il y a l'Engmin Bundle. Si vous tapez Engmin Bundle, B-U-N-D-L-E, sur Internet, vous trouverez sur la plateforme Itch.io, donc je crois qu'on va vous parler tout à l'heure, vous trouverez tous les projets récents de l'Engmin. Ça vous donnera une idée, il y a souvent des petits films à regarder, ça vous donnera une idée. Mais franchement, il y a eu un jeu où on devait avoir les meilleures répliques, un peu à la... comment s'appelait ce jeu qui se passait... comment ? Non, pas un jeu, un film, pardon, qui se passait avec le type qui veut assainir son marais dans l'Ain et qui monte à Paris pour convaincre le roi de financer l'assainissement de son marais. Ridicule, merci. Donc du coup, c'était un jeu un peu à la ridicule. Vous jouez un personnage qui est invité à une soirée, à un dîner, et vous devez avoir les répliques les plus cinglantes par rapport aux autres personnes qui sont autour de la table. Donc vous voyez, il y a des trucs... des jeux hyper improbables, mais qui sont sympas, fun. Il y a toujours des idées originales. Donc ça, je pense que c'est une vraie force de l'école. Et justement, vous venez un peu de répondre à ma seconde question, puisqu'il s'agit de jeux pour des salles de cinéma. Est-ce qu'il y a des projets qui partent d'un long métrage, d'une création, et justement, on pourrait imaginer, par exemple avec Ridicule, de contacter la société de production pour avoir le droit et de ressortir le film à cette occasion avec le jeu en première partie de programme ou après la projection de Ridicule, qui est un très beau film. Qui est un très bon film. Et moi, j'habite Pérouges, donc c'est le fameux marais qui a été assaini.
Du coup, il y a toujours eu des passerelles entre le cinéma, la BD. En fait, dans un premier temps, le jeu vidéo est apparu comme une déclinaison possible pour la licence, en gros, pour rester un peu cru et un peu, un peu vulgaire. Du coup, ce qu'ils se sont rendus compte, les gens, c'est quand même que le marché du jeu vidéo, c'est devenu un marché qui est maintenant prépondérant sur le cinéma, sur la musique, sur les livres. Donc c'est le marché, c'est l'industrie culturelle la prépondérante sur toutes les autres. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, c'est intéressant, en effet, d'avoir un film et puis d'en faire. Alors il y a plein d'exemples, hein, Matrix, il y a un jeu Matrix qui est sorti il n'y a pas très longtemps, pour n'en citer qu'un. Et puis il y a l'inverse aussi. Il y a des jeux vidéo qui donnent des films, pour les mêmes raisons. Hein. Donc l'idée, Lara Croft, c'est sans doute l'exemple le plus connu, qui était un jeu vidéo à l'origine et qui a donné un film. On retrouve la même chose dans la BD. Alors dans les jeux vidéo, on s'est toujours inspiré du cinéma. Hein. Pour les caméras, la lumière, tout ça, on a tout récupéré. On est des audacieux copieurs. Alors on adapte souvent, hein, parce que on a un petit problème par rapport à un film, c'est que dans les jeux vidéo, il y a d'obscures personnes qui s'ingénuent à venir saccager notre mise en scène et tout ce qu'on avait prévu, qu'on appelle les joueurs ou les joueuses. Et c'est du coup beaucoup plus compliqué pour nous de prévoir ce qui va se passer que dans un film où tout est plus linéaire et plus simple. Mais on a quand même pas mal piraté le théâtre, le cinéma pour s'inspirer des effets de caméra, des prises de vue, de la lumière, de tout ça. Tout ça vient de ce qu'on a pu capturer. Et puis on a adapté, parce qu'en effet, comme le joueur bouge et se balade et fait ce qu'il veut, il a fallu qu'on adapte un peu toutes ces théories et toutes ces techniques. Donc on le fait aussi dans la BD. Après, souvent la gestion des droits, hein, c'est pour les autres. Souvent maintenant les contrats, alors je ne sais plus où vous faites des derniers contrats dans le film, mais souvent les contrats se font sur une licence qui marche que pour le film. Et du coup, il faut les renégocier avec les ayants droit pour les autres supports. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Il y a des exceptions, hein, mais... Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire un jeu qu'on pourrait projeter à la fin. Une fois encore, je pense que le problème de fond, c'est le business model. C'est-à-dire, en gros, il faut savoir qu'un jeu, ça coûte assez cher. Hein. Ça coûte, on va dire, un peu moins cher que des films, mais on est quand même sur des budgets qui sont assez proches. Les pics sont en centaines de millions de dollars, comme pour les films. Enfin, les films, c'est un peu plus. Il n'y en a pas un film qui a frôlé le milliard, là, récemment, je ne sais plus lequel. Donc on est dans des pics astronomiques pour le haut du gratin. Et en bas, on peut descendre très bas, ça dépend vraiment de la complexité du jeu. Si c'est un jeu à base de SMS qu'on envoie, il suffit d'avoir un scénariste qui va vous écrire des dialogues et des SMS. Et donc ça coûte pas très cher du coup. Mais on va dire que c'est quelques centaines de milliers d'euros pour faire un jeu, pour vous donner des grandes masses. Ça veut donc dire qu'il faut amortir quelques centaines de milliers d'euros par un moyen ou par un autre, quoi. Donc il faut trouver un business model qui permette d'amortir ça. À l'échelle des salles de cinéma, je pense que c'est pas trop un problème. Et la preuve, ils le font pour des films qui coûtent des dizaines de millions d'euros, donc je pense que c'est jouable. C'est vraiment une question, je pense, de business model et de réflexion autour de ça. Mais c'est vrai que les jeux qu'on propose souvent, à mon avis, c'est assez difficile de proposer un jeu qui marcherait à la fois dans une salle pour un public avec 100 ou 200 personnes, et en même temps qui marcherait pour un salon chez soi, quoi. Donc du coup, ça veut dire que ce seront des jeux dédiés pour des grands espaces. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien les grandes salles, que sont les salles des parcs d'attractions, par exemple, qui organisent ce genre de choses. C'est des commandes sur mesure, quoi. Donc, ils commandent sur mesure des jeux pour leur espace, quoi. Et ça, c'est un business model qui n'est pas possible pour le cinéma. Donc, il faut absolument profiter de la masse des salles et de la quantité de diffusion. L'autre défaut d'un jeu qui serait basé sur un film, c'est que sa durée de vie serait liée au film. C'est à partir du moment où le film est plus diffusé, le jeu ne le sera plus non plus. Ça veut dire des courtes périodes de vie. Alors c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Hein, donc on est habitué à ce genre de période d'existence assez courte. Il y a des exceptions, hein, dans le jeu vidéo, il y a des jeux qui durent des années, mais on va dire que c'est un an, on va dire l'espérance de vie d'un jeu, quelques mois, un an. Et donc du coup on est habitué, mais par contre financièrement c'est vrai que ça met de la pression, quoi. S'il faut financer tout le truc en quelques mois de diffusion, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu les obstacles que je vois à ce genre d'approche. Oui.
Oui, j'avais une autre question. Vous parlez souvent de business model, mais quand je vous écoute, je me pose la question, ça vient de qui en fait? Est-ce que c'est les salles qui vont faire des demandes en disant oui, on veut des jeux vidéo dans les... Ou est-ce que c'est les gens créateurs de jeux qui vont dire ça y est, on crée des jeux pour les salles de cinéma? Parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un truc qui est au balbutiement, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lance un peu le... Est-ce que c'est nous, enfin votre point de vue c'est quoi? C'est les créateurs de jeux qui vont proposer des jeux? Parce qu'il faut bien qu'il y ait des jeux qui existent. Là vous en avez montré un, mais... Ou est-ce que c'est les salles qui doivent vraiment faire une démarche en disant, et contacter qui, en disant on veut des jeux vidéo pour nos salles? C'est ça que j'ai du mal à comprendre dans le business model que vous évoquez. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Hein. Il faut bien qu'il y en ait un qui démarre. Moi, je ne crois pas à l'impulsion d'un des deux. Je ne pense pas que ça marchera. Donc je pense que les salles de cinéma connaissent mal ce qu'on peut faire avec les jeux et les business models qui sont liés aux jeux vidéo. Et inversement, les gens du jeu vidéo ne prendront pas le risque de partir sur une production s'il n'y a pas derrière un marché qu'ils peuvent essayer d'évaluer. Donc je pense qu'il faut simplement que vous appreniez à vous rencontrer et que vous rencontriez souvent. Vous avez de la chance parce que le jeu vidéo s'est très structuré pendant ces 20 dernières années en France. Et donc on a des clusters qui sont très forts, très représentatifs. Vous avez un représentant ici de So Games que vous verrez tout à l'heure. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux et à discuter ensemble des meilleures solutions. Eux non plus ne comprennent pas vos contraintes forcément. Donc l'idée c'est que vous discutiez ensemble de tout ça. Et je pense que c'est au travers de ces discussions que vous allez arriver à aboutir à des principes. En plus on a de la chance en France, comme je disais tout à l'heure, le CNC est à mon avis est puissant, et a de l'argent et finance pas mal de projets. Et je pense qu'un projet de jeu vidéo qui se joue dans les salles de ciné, ça va faire hyper plaisir au CNC. Donc je pense que le dossier a toutes les chances de se faire financer. Alors ça finance qu'à moitié la production, mais c'est déjà pas mal. Et donc du coup, c'est comme tout, il faut que vous vous rencontriez avec des studios. Moi, ce que je me rends compte, c'est que là, on a des auteurs de BD à Angoulême. Du coup, les studios d'Angoulême croisent souvent des auteurs de BD dans des bars, dans des soirées, dans des trucs comme ça. Et ils disent l'auteur dit ce serait cool d'avoir un jeu vidéo sur mon univers, tout ça. Et le mec dit ok, on peut essayer de faire un proto si tu veux. Et ils discutent entre eux. En fait, il faut que vous discutiez avec eux, quoi. Il faut que vous vous rencontriez plus souvent. Et c'est vrai que c'est pour ça que les clusters et les associations de salles de cinéma, c'est un vrai plus. Parce que les studios, ils n'ont pas le temps d'aller voir toutes les salles, quoi. C'est pas possible. Et vous n'avez pas le temps d'aller voir tous les studios non plus. Donc je pense qu'il faut que les clusters se discutent entre eux et voient comment c'est possible de monter un schéma. Mais intuitivement, comme ça me paraît tout à fait possible. Les modèles économiques ont l'air compatibles. Si c'est des coûts à l'entrée pour vous. Eux, du coup, c'est des coûts à la partie. C'est un modèle qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce qu'en général, on vend le jeu une fois et c'est tout. On faisait de la carte, c'est vrai, depuis des bornes d'arcade qui sont plus trop à la mode, mais qu'on revoit maintenant de temps en temps dans des salles de cinéma, dans les attentes, dans les salles d'accueil. Donc voilà, je pense que c'est des modèles qui sont très compatibles. Je ne vois pas d'incompatibilité majeure. Avec le soutien du CNC, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lancer un ou deux premiers jeux, et à mon avis, ça fera un appel d'air suffisant pour que plusieurs studios s'y mettent, quoi. Ça va, ça répond assez... Est-ce qu'on a une dernière question là avant de passer peut-être au travail des étudiants, à la présentation des étudiants? Ouais. Merci. Je rejoins tout à fait ce que vous dites sur le business model. Je pense qu'on peut partir là, sur cette démarche-là. Et je voulais juste revenir à cette question, monsieur, sur une initiative qui est peut-être intéressante à préciser par rapport à notre sujet aujourd'hui. À la réouverture des salles, le 19 mai 2021, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait Le Dernier Voyage. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. C'est un film de science-fiction avec Jean Reno. Et le réalisateur Romain Quiro avait dépêché une équipe étudiante de l'école IARTSUP à Montpellier qui avait développé un jeu vidéo sur mobile, un jeu de course tactile où on dirigeait un vaisseau, un jeu de score qui se faisait en 5 minutes à peu près et qui était pensé dans la même diégèse que le film, qui s'appelait aussi Le Dernier Voyage. Donc parfois, c'est bien aussi de mentionner qu'il y a des réalisateurs ou les réalisatrices qui se positionnent aussi pour faire déborder le jeu avec une idée de transmédia directement depuis leur même univers narratif. Voilà. Le transmédia, c'est une vraie question et on en est au balbutiement, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt les gens font du cross-média. C'est-à-dire en gros, j'ai un film, j'ai un jeu. Les jeux et le film partagent les mêmes thèmes, le même univers, mais il n'y a pas d'interaction entre les deux. Souvent, la plupart du temps.
L'idée du transmédia, c'est d'aller plus loin, c'est d'avoir un jeu qui amorce le film. Si j'ai joué au jeu, j'ai des infos supplémentaires quand je viens au film. Je peux avoir des petites anecdotes que j'aurais pas dans le film. Et après, le film me donne aussi des infos pour jouer au jeu, quoi. Donc là, on est dans du transmédia. C'est-à-dire, j'ai une vraie interconnexion entre les deux supports qui se nourrissent mutuellement et qui, du coup, renforcent ce lien et renforcent cette captivité du public. C'est un peu l'idée qui est derrière sous-jacente pour les licences, pour ceux qui gèrent les licences. Mais je pense que là, tout est à faire. Le gros problème, c'est que les gens se parlent pas trop dans le jeu et dans le cinéma. De temps en temps, il y a des exceptions, hein, comme vous disiez, hein, puis il y a d'autres exceptions. Ubisoft, ils ont carrément un studio de cinéma. Donc on voit bien que ça change. Lucas, ils étaient très en avance. Hein. Ils avaient un studio, un pipeline qui servait à la fois à produire les films et les dessins animés et les jeux vidéo. Ils étaient très très en avance. Ça vient à la mode maintenant à nouveau. Mais... Donc on voit qu'il y a quand même des rapprochements, que ça va être de plus en plus facile et que cette question du transmédia, elle se pose vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des choses un peu balbutiantes où on discutait, on avait fait une conférence il n'y a pas très longtemps là, sur le transmédia. Le Louvre, qui est pourtant un des musées, je pense, les plus riches de France, avait du mal à financer des trucs interactifs. C'était pas facile, quoi, trouver les financements, trouver 100 000 euros, 200 000 euros pour financer des trucs un peu sympas. Je pense dans le cinéma, on a moins ce problème puisque le modèle économique du cinéma est un modèle bien rodé auquel les gens sont habitués et que donc ça me paraît jouable de financer à la fois une expérience interactive et un film en même temps, quoi. Ça me paraît pas démentiel. Axel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de laisser la parole aux étudiants? Eh bien non. Mais si vous avez des questions ou voilà, où l'école sera ravie de participer à des choses si vous voulez. Alors, on ne peut pas imposer à nos étudiants de faire que des jeux pour le cinéma. Mais par contre, on peut leur suggérer que c'est une opportunité intéressante. Et voilà. Et puis, s'il faut aller discuter avec le CNC, c'est des gens qu'on connaît bien. Et puis, on a une représentante aujourd'hui dans la salle, hein, Sylviane Pinto, qui représente Enchantée. le CNC. Donc du coup, c'est des gens aussi qu'on connaît bien. Donc je pense que... Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Ouf, hein. Voilà. Donc je pense que en effet, le CNC accueillera, pour les connaître, je pense que le CNC accueillera un projet de jeu vidéo dans les salles de cinéma avec enthousiasme. Donc je pense que si le projet est sérieux, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez discuter plus avant de quoi que ce soit. N'hésitez pas à parler à Stéphanie Vigier, avec qui j'ai travaillé avant, donc qui me connaît bien. Donc elle a mes coordonnées.